Je écoute. Ça, c'était pour l'enregistrement. Et quelques mots, donc on est vraiment ravis et enchantés de vous accueillir, Madame Joly. Je vous l'ai dit, je vous admire, j'ai suivi vos travaux, vous êtes franco-norvégienne, donc vous connaissez ces problèmes de biculturalité, de binationalité, ça nous concerne aussi, nous, Français qui vivons à l'étranger. Vous êtes juriste, juge d'instruction, on vous connaît tous, les Français de France en tout cas, on connaît votre travail en tant que juge d'instruction, l'affaire Elf, l'affaire des frégates taïwanaises, l'affaire Dumas de Viégeancourt, DSK et j'en passe et des meilleurs. Vous êtes très engagé dans tout ce qui est transparence, lutte contre la corruption, lutte contre les paradis fiscaux. Et moi, bien sûr, en tant qu'activiste attaque, c'est quelque chose que je suis de près. Vous avez conseillé le gouvernement de Norvège sur ces questions de corruption, de grande délinquance financière. Vous avez également conseillé le gouvernement islandais juste après la crise financière et beaucoup ont dit que l'enquête que vous avez menée a été décisive dans la façon dont l'Islande a géré ensuite la crise financière. Vous avez été candidate à la présidence de la République française en 2012 et au deuxième tour, vous avez tout de suite, immédiatement rallié François Hollande. En 2017, vous avez rejoint Benoît Hamon pour la présidentielle. Vous êtes lauréate de X prix internationaux, le prix d'Amnesty International, le prix Sophie. On pourra peut-être reparler de ces aspects de votre vie. Vous avez été députée européenne et maintenant, depuis 2019, vous êtes avocate et vous continuez à travailler sur ces questions qui vous tiennent à cœur, qui vous animent depuis des années, la corruption, la transparence. Voilà, et vous allez nous parler, Madame Joly, aujourd'hui du Green New Deal, donc le pacte vert européen. Je vous passe directement la parole. C'est vrai qu'avec Olivier, on a lu un petit peu les documents de la Commission, du Parlement européen, du Conseil, et puis ma réaction spontanée, c'est de dire encore ce grand blabla, encore ces grands mots, ces belles déclarations, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, on compte sur vous pour nous éclairer, pour nous dire si nous pouvons vraiment nous fier à ces beaux discours ou si c'est encore une fois, malheureusement, que du blabla. On verra. Merci à vous. Merci Salia pour ces gentils mots d'introduction et bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de m'adresser aux Français qui vivent en Allemagne et avec qui je partage donc cette double appartenance de langue et de culture. Et ce qui fait que moi, je me suis toujours pensée comme un petit anthropologue amateur, parce qu'on a toujours, nous, je pense, avec cette double origine, double culture, on a toujours un petit recul par rapport aux choses. On sait qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses et je pense que c'est un grand atout dans la vie. Vous m'avez demandé de parler du grand plan de relance européen. Alors, ce plan prend son origine en 2018 où la Commission propose un plan de transition. Et il va être amendé très fortement par le Parlement, puis il va évoluer beaucoup dans le trilogue, c'est-à-dire les discussions institutionnelles entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Et pour moi, le résultat final est assez remarquable. Si nous arrivons à le mettre en œuvre, l'Europe sera le premier continent qui aurait une émission zéro de carbone en 2050 et déjà avec une très forte réduction en 2030. Ce texte décide donc que nous devons être à zéro émission de carbone en 2050 et nous devons être à moins 55 en 2030, c'est-à-dire c'est demain. Et pour y arriver,
l'Europe a conçu un plan assez holistique qui comprend beaucoup de domaines. Et l'idée, c'est que pour obtenir un financement à des taux avantageux, aidés, il faut que le projet s'inscrive dans un de 6 secteurs que le plan définit pour lutter contre le réchauffement climatique. Le premier, c'est évidemment de réduire les émissions, mais c'est aussi de s'adapter à la nouvelle situation, c'est de préserver la biodiversité ou la restaurer, c'est de s'occuper de la qualité de l'eau, des ressources marines, c'est l'économie circulaire et c'est surtout qu'aucun projet ne doit nuire à aucun de ces objectifs. Le texte, ou les textes, parce que il y a énormément de textes, il y a la loi climatique elle-même, mais il y a énormément d'actes délégués. Et là où il faut que nous soyons très vigilants, c'est au niveau des actes délégués, parce que, alors que je vous parle, alors que les députés travaillent, les lobbyistes continuent leur travail. Mais je vais d'abord vous présenter le projet tel qu'il a été voté. Il y a donc une obligation introduite pour les grandes entreprises, pour les banques, les assureurs, les établissements financiers, de faire des déclarations annuelles de leurs engagements verts. Combien de projets ils sont financés, qui s'inscrivent dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Et cette déclaration est obligatoire. Elle figure dans les déclarations non financières des entreprises. Le texte introduit aussi un contrôle. On doit contrôler que les pays respectent ces objectifs et que leurs entreprises les respectent. Et nous, les Verts, on avait espéré pouvoir introduire la notion de taxonomie brune, c'est-à-dire savoir ce qui est totalement interdit. Nous ne l'avions pas réussi en plénière en juin 2019, mais la Commission a promis un texte qui va donc détailler les activités qui ne peuvent pas bénéficier de ce financement d'ici fin 2021. Donc, évidemment, il y a des enjeux très importants. Elle favorise les énergies renouvelables et notamment l'hydrogène. Donc, elle crée 2 sortes d'hydrogène et seul l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène fabriqué à partir des énergies renouvelables, peuvent être classés vert foncé, réellement vert. Ici, il y a un très fort lobbying en faveur de l'hydrogène bleu parce que tous les producteurs de gaz naturel aimeraient pouvoir transformer leur gaz naturel lorsque les objectifs de diminution vont se traduire en une moindre demande de pétrole et de gaz. Le rêve des producteurs de gaz, c'est de pouvoir faire de l'hydrogène avec. Et évidemment, si on fait de l'hydrogène avec du gaz naturel, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie fossile. Finalement, il a été admis qu'on peut avoir de l'hydrogène bleu à condition qu'elle émette moins de 100 grammes de CO2 par kilowatt et que ça soit transitionnel.
c'est-à-dire que ça remplace, par exemple, une énergie plus polluante. Mais l'idée, c'est nous ne devons pas laisser s'installer l'hydrogène bleu pour les raisons que je vous ai indiquées. Mais ici, on voit donc une très forte pression. J'ai envie de vous parler un tout petit peu du pays, de mon autre pays, de la Norvège, qui est le 3e plus grand exportateur mondial de gaz. Et pour eux, ils pensent qu'ils peuvent fabriquer de l'hydrogène bleu en faisant une capture du CO2. Ils veulent stocker le CO2 sous l'eau et donc décarboner, en tout cas facialement, largement. Mais pour la Norvège, elle dépend complètement du marché européen. Elle exporte 80% vers l'Union européenne et les hydrocarbures, c'est 48%. Et elle ne comprend pas que lorsque l'Union européenne décide de réduire leurs émissions dues aux énergies fossiles de 55% d'ici 9 ans, ça veut dire que son export va diminuer. Et elle pense que elle va trouver d'autres clients ou je ne sais pas comment elle pense, mais elle n'a pas encore intégré qu'il va falloir qu'elle change. J'ai envie de vous rappeler que l'Agence internationale d'énergie, il y a quelques jours, la semaine dernière, a fait une déclaration qui a beaucoup surpris la Norvège et aussi tous les producteurs de pétrole du monde, parce que l'agence dit que nous devons arrêter en 2021 la prospection et l'ouverture de nouveaux champs de pétrole ou de nouveaux réservoirs de gaz. Que si nous voulons atteindre le 1,5 degré, ne pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré, c'est maintenant qu'il faut agir. Et cela a fait l'effet d'une bombe, mais renforce évidemment, nous les écologistes, et renforce le travail de l'Union européenne parce que nous allons réduire fortement la demande. Parce qu'avec une neutralité de carbone en 2050, ça veut dire que nous allons réduire la production d'électricité par le charbon de 90%, de gaz de 50% et de pétrole de 75%. Donc ça veut dire que le marché de tous les producteurs d'énergie fossile va aussi se réduire logiquement, et donc c'est inutile de continuer à faire une prospection et à ouvrir. Et ça, j'insiste encore, pour la Norvège, malheureusement, le gouvernement conservateur ne l'entend pas. Et pour moi, ça, c'est un problème de compréhension vraiment du monde. Ils entendent continuer à explorer et à chercher du pétrole dans le Grand Nord, où la nature est très vulnérable aux des fuites, ont des conséquences désastreuses, alors que leur marché est en train de disparaître. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un crime contre l'environnement, c'est aussi des opérations économiques qui vont mettre l'économie norvégienne en péril. Heureusement, il y a aussi en Norvège des élections, comme en Allemagne en septembre. Il faut espérer que, comme en Allemagne, les écologistes vont avancer fortement, parce qu'en Norvège, il y a un accord entre les socialistes et les conservateurs pour continuer cette exploration qui détruit la nature, le paysage, et c'est aussi
comme vous le savez sans doute, l'endroit où énormément d'espèces de poissons naissent et que c'est très dangereux pour la ressource halieutique si ils font cela. Donc ça, pour moi, enfin, un peu de raison. Je trouve que la déclaration de l'Agence internationale de l'énergie, elle vient tard, mais elle vient bien. Et j'ai envie peut-être là de m'arrêter quelques instants pour parler de comment cela se fait-il que nous nous trouvons en 2021 et que nos émissions augmentent encore, comme vous savez, elles sont augmentées de 2% l'année dernière, alors que nous connaissons le danger du réchauffement, nous connaissons l'effet des gaz à effet de serre depuis au moins les années 70 et que dans les années 80, ça faisait la une des journaux, notamment aux États-Unis. George Bush, par exemple, était tout à fait favorable à s'attaquer à ce problème. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'un think tank et des scientifiques vendus, et j'ai envie de les nommer, ils s'appellent Bill Nierenberg, Robert Jastrow et Fred Seitz, qui ont fondé le Marshall Institute, qui était, on l'a su longtemps plus tard, payé par Exxon, se sont appliqués à créer le doute. En fait, ce sont des scientifiques qui savent que le doute fait partie de la science, mais le doute de bonne foi, le doute scientifique. Ces trois-là, des vendus, vont utiliser les doutes de mauvaise foi, ils vont truquer les éléments connus, publier des éléments partiels et faire croire à l'opinion qu'il y a un doute sur le fait que le réchauffement climatique est créé par l'homme. Ceux qui travaillaient ces questions avaient déterminé, il y avait un qui s'appelait Hansen, et avait déterminé qu'il y avait 3 sources de réchauffement. Ce n'était pas une surprise, c'était l'activité humaine, les volcans et le soleil. Au début, il y avait un peu de doute sur le parti respectif. Mais si ce mouvement de scepticisme envers le réchauffement climatique dû au CO2 émis par les activités humaines ont pu donner un précédent climat-sceptique et des leaders climat-sceptiques un peu partout dans le monde, au Brésil par exemple, qui est aussi une catastrophe, pas simplement climatique, mais aussi pour la survie des Indiens, pour la survie de la forêt. Bolsonaro est un criminel environnemental. Il est financé par un grand fonds qui s'appelle Blackstone, dont le patron est Stefan Schwarzman, qui est aussi un financeur de Trump. Et donc, lui, il a eu l'autorisation de Bolsonaro de faire un port à l'intérieur de Mato Grosso en Amazonie et donc d'accélérer la déforestation. Et donc voilà, je vous ai cité quelques personnes qui portent sur leurs épaules des énormes responsabilités pour le malheur qui nous arrive. Et j'aime bien penser que ces décisions ne sont pas abstraites. Ils sont les faits des ministres qui autorisent, des gens qui décident. Et il y a un lien dans tout cela entre la corruption, la démocratie et l'environnement. C'est des faits, c'est des
des actions qui ne sont pas isolées les uns des autres et où la corruption a joué une grande partie et où l'absence de vraie démocratie aux États-Unis en raison de la corruption du système électoral, puisque vous savez qu'il faut 6 milliards pour se présenter et devenir président des États-Unis. Et ensuite, on est tenu par les banques et les multinationales et on ne réforme rien. Donc, tout ça est interpénétré. Donc, pour revenir à l'Europe, qui, elle, essaye au niveau du continent d'agir, elle a donc mis en place une loi climat ambitieux. Elle a pris énormément de textes d'application pour essayer de diriger les flux financiers vers ce qui est favorable au climat. Elle met des objectifs de diminution de CO2 ambitieux et elle met en place un fonds dédié aux générations futures de 750 milliards d'euros. Et là, je ne peux pas passer sous silence la révolution qui représente ce fonds. Pour la première fois, l'Union européenne va s'endetter collectivement. La Commission va emprunter ces 750 milliards. Ça a été possible à traité constant parce qu'on considère que ce prêt, c'est des fonds propres. Et les fonds propres, ils sont libres. Ils vont être remboursés par l'instauration des taxes nouvelles. Une taxe sur le plastique non recyclé, une taxe carbone aux frontières et le taxe sur le service financier et le fait d'intégrer le transport maritime dans la bourse au carbone. Et donc, elle a prévu des ressources pour rembourser ce prêt collectif. Les États membres vont recevoir une subvention selon leur PIB et leur nombre d'habitants dans un premier temps et ensuite un prêt. Et 30% va être gardé pour ajuster en 2023 les États membres qui ont le plus souffert du crise du Covid. Donc, c'est un plan ambitieux. Nous savons que les règles disent que 37% de ces 750 milliards doit être affecté à la transition écologique. La période de présenter les projets pour les États vient de se clore et c'est au courant de l'été qu'ils vont être arrêtés. Donc ça, c'est l'union en action, si on peut dire. Et l'union, elle a toujours fonctionné de cette façon. Là, c'est un grand pas en avant, un grand pas de solidarité entre les États membres. Et je dirais que elle va être aidée, ou elle est aidée par la loi climat allemande, qui est encore plus ambitieuse. Parce que, comme toujours, les États membres sont libres de faire mieux, mais pas de faire moins bien. Et donc, l'Allemagne avait décidé de réduire un peu plus le CO2 un peu plus rapidement. Et elle vient d'être contrainte par la Cour suprême à Karlsruhe, par une décision du 29 avril cette année, qui a décidé que les ambitions qu'elle avait fixées initialement n'étaient pas assez ambitieux et laissaient peser un trop grand fardeau sur les générations futures parce que rien n'était vraiment spécifié au-delà de 2030. Donc aujourd'hui, ils ont réagi immédiatement et aujourd'hui, elle a pris l'engagement de devenir neutre
en carbone en 2045 plutôt qu'en 2050 et d'avoir 43% d'énergie renouvelable déjà en 2030. Donc, c'est une loi qui renforce l'action de l'Union européenne et c'est très intéressant que c'est la Cour suprême qui l'a encore améliorée. Je pense que c'est un mouvement qui ne fait que commencer, que donc la Cour de Karlsruhe a décidé que l'absence des règles contraignantes plus rapides viole les droits fondamentaux des jeunes qui auront leur liberté excessivement restreinte par les mesures trop sévères qui seront nécessaires plus tard. Voilà ce que j'avais envie de vous dire peut-être en introduction sur ce grand projet européen qui fait de l'Europe donc le premier continent qui prend vraiment la menace du réchauffement climatique et le fait de perdre complètement le contrôle si nous n'agissons pas maintenant au sérieux. Alors, merci Madame Joly. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais les adresser. Maintenant, donc, il y a une première question de Daniel. Donc, vous veniez de dire que justement ce plan était très ambitieux. Mais la question est, est-ce que vous pensez que ce plan finalement va quand même permettre de désengager ou désengager la destruction actuelle de l'environnement? Est-ce que vous pensez vraiment que le plan est à la mesure de l'impact actuel que nous avons sur l'environnement? On peut évidemment faire mieux. Je dirais moi que c'est un début et que l'Union européenne, c'est 27 pays et que c'est des compromis. Il fallait convaincre la Pologne de renoncer au charbon alors qu'elle a encore 100 000 mineurs, qu'elle a des régions entières qui vivent du charbon. Pour elle, c'était pas facile. Et donc, d'avoir obtenu l'engagement qu'elle va réduire ces centrales au charbon, c'est pas idéal. Il aurait fallu faire plus vite, mais c'est un bon début. Il n'y avait que l'Europe qui pouvait le faire. Il faut être bien conscient de cela. Hein. Sur le Brésil, qui va contraindre le Brésil d'arrêter la déforestation ici, en plus, dans la distribution de 750 milliards, le Parlement européen a ajouté une conditionnalité qui est le respect de l'état de droit. S'il n'y a pas respect de l'état de droit, il y a une procédure qui fait qu'ils ne touchent pas leurs fonds tout de suite. On peut espérer que ça va inspirer Orbán ou le président polonais d'arrêter de faire de l'émission dans le judiciaire ou de supprimer complètement la liberté d'expression ou le droit des femmes à disposer de leur corps, avoir un droit à l'avortement minimal, par exemple. Bon, tout ça, donc, la question, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de mettre des jalons, de dire que en 2030, nous devons avoir réduit de 55% nos émissions. Et pour chacun de nous, c'est important. Ça veut dire, pour toutes les femmes qui nous écoutent, vous connaissez la consommation des vêtements en kilos aujourd'hui. Nous consommons en moyenne 20 kilos. Et nous devons, si nous voulons faire cette réduction, passer à 1 kilo. Bon, c'est un exemple. Ça veut dire que nous n'aurons plus
comme quota chacun, qui est de quoi chauffer un appartement de 80 mètres carrés environ aujourd'hui. Je veux dire, ça va nécessiter des efforts qui vont être douloureux et qui vont nécessiter beaucoup d'explications et de stimulations. Mais bon, là aussi, nous n'avons pas le choix, puisque nous savons que le coût de ne pas réagir maintenant n'est tout simplement pas payable. C'est-à-dire que lorsque le climat est hors de contrôle, les destructions sont telles que c'est impayable. Pour ne pas parler de changements climatiques accélérés parce que le Gulf Stream va se déporter ou d'autres catastrophes énormes. Donc voilà, il est encore temps d'agir, c'est ce qui dit ce texte. Nous avons trop tardé, et je vous ai dit pourquoi nous avons tardé. Ça a été aussi la constellation, ça a été la rencontre de ce scepticisme, c'est même pas le scepticisme, cette négation du réel avec les néoconservateurs, avec l'idée que le marché règle tout et l'hostilité à la régulation. La libération des marchés financiers, l'idée que on veut des bénéfices énormes tout de suite, la finance qui est devenue une industrie extractive, qui extrait la richesse, pas simplement de l'industrie, mais maintenant aussi de l'habitat des pauvres gens. Le fait que cette époque donc de néolibéralisme qui a vu Reagan ou Margaret Thatcher, Friedman théorétiser le fait que l'État est un problème et pas la solution. Je pense qu'après le Covid, nous avons tous compris que l'État est nécessaire et nous avons Biden comme président aux États-Unis, ce qui est vraiment une chance pour l'humanité. Si ça avait été encore je ne sais pas comment le décrire, l'horrible menteur psychopathe de Trump, le monde serait réellement mal parti. Mais bon, nous avons un homme sage qui a commencé par adhérer aux objectifs. Il a déclaré et il agit, et surtout, il a agi aussi fiscalement. Il agit sur les injustices dans son pays et les injustices mondialement. Et il fait ça, j'admire vraiment, il a décidé qu'il voulait faire payer un taux minimum d'impôts aux filiales des sociétés américaines qui sont dans les paradis fiscaux. Il avait d'abord dit 21%, ce qui était merveilleux, ce qui voulait dire que nous n'aurons plus des paradis fiscaux à 12% ou 5%, puisque ça voulait dire que l'entreprise, si elle était en Irlande à 12, elle payait immédiatement 9 à Washington. Donc, ça enlevait l'intérêt des paradis fiscaux. Et là aussi, il y a un traître. Malheureusement, je n'ai pas mémorisé son nom. Il s'agit d'un démocrate qui ne veut pas voter ce taux. Et comme il n'y a pas de majorité, la majorité, elle tient à la double voix de Kamala Harris. Donc là aussi, il y a un homme qui porte une lourde responsabilité. Mais bon, il y a des négociations en cours. On ne sait pas encore comment ça va se terminer. J'ai bon espoir que le G20, au mois de juillet, va voter un taux minimal quelque part entre 15 et 21, et ça serait un progrès, parce que clairement, sans moyens, les États ne peuvent pas financer la transition et on ne peut pas compter sur le privé pour le faire. Il faut un État fort et il faut des impôts qui rentrent. Et donc, un taux minimum sur les multinationales
une nouvelle fiscalité sur les riches et les ultra-riches, il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle en français « Le triomphe de l'injustice » que vous connaissez sûrement, de Gabriel Zucman, qui raconte l'histoire comment les États-Unis, qui avaient une fiscalité jusqu'à Reagan, où les riches payaient 70% d'impôts, 80% d'impôts, et l'économie se portait bien, comment les néolibéraux ont gagné cette guerre et a imposé le fait qu'ils payaient des impôts, ce n'était pas bien. Nous sommes donc maintenant à un turning point avec Biden. Il a promis une fiscalité plus saine et surtout, il lutte contre les injustices aux États-Unis, ce qui est aussi une des conditions pour la réussite. Vous savez qu'il a mis 1 trillion sur la table pour aider les plus pauvres, les vieux. Il a mis 2 trillions et demi pour les infrastructures, pour les hôpitaux, pour les routes, les ponts. Et donc, c'est vraiment un game changer et c'est plein d'espoir. Maintenant, il faut que les banques centrales et les économistes gardent la langue droite par la bouche, comme on dit. Je ne sais pas dans quelle langue. Parce que ceci ne plaît pas aux Summers ou aux anciens conseillers qui venaient de Goldman Sachs, qui ont le néolibéralisme fixé au corps, l'idée qu'on peut devenir un peu keynesienne, ils détestent. Et donc, ils ont sorti la grande artillerie. Et quand vous entendez aujourd'hui la peur de l'inflation, c'est eux. Ne les croyez pas. Il ne faut pas avoir peur. Et donc, c'est sûr que là, il y a un combat idéologique très fort. Et il faut que Biden tienne le choc. Voilà. Et donc, il faut aussi espérer pour nous tous que Bolsonaro soit balayé et que quelqu'un de plus raisonnable qui préserve le poumon de l'humanité. Vous savez qu'on a perdu 20% de la forêt amazonienne. Et donc, ces leaders populistes est une plaie. Trump était une plaie pour l'humanité. Bolsonaro l'est aussi, comme un certain nombre d'autres populistes. Merci. Il y a une autre question qui est partagée par plusieurs personnes, dont moi-même, puisque bon, vous parliez des États, de la Pologne, de la Hongrie, même en dehors de l'Europe, du Brésil et même des États-Unis. Mais on aimerait bien savoir comment on va pouvoir vraiment assurer, même dans le cadre de ce plan, que les entreprises respectent vraiment aussi les objectifs. Vous parlez aussi d'un rapport annuel que les entreprises devront fournir, où elles devront établir et vraiment expliquer quels projets elles ont soutenus pour le pacte. Donc, comment vraiment on peut s'assurer que les entreprises vont remplir leur rôle? Ah, donc, c'est donc mandatory, hein, c'est obligatoire de faire ce disclosure. Ils doivent publier dans leur rapport annuel, dans les éléments non financiers, ils doivent déclarer selon les règles de ce grand taxinomie où tous les textes n'ont pas encore été votés. Mais je vous disais que le principe d'un contrôle est voté. Et donc ça va venir. Il y a des dates pour tout ça que je n'ai pas en tête, mais il faut se rendre compte que c'est des dizaines de milliers de pages. Hein. C'est très ambitieux. Et donc, les entreprises et surtout les banques, c'est ça qui est important. Les banques doivent dire, j'ai financé une centrale à charbon à Gdansk, ou j'ai financé une centrale à gaz naturel à tel endroit. C'est donc pas dans la taxonomie verte. Ce qui veut dire qu'elle peut être punie pour les taux auxquels elle a accès au marché.
Et si elles ne le font pas, qu'est-ce qu'elles risquent concrètement? Est-ce qu'il y a des Ça, pénalités? Est-ce qu'elles payent de l'argent? ça c'est la pression de l'opinion, c'est le contrôle qui vont être instaurés et les sanctions que l'Union européenne a, c'est-à-dire qu'elle peut toujours agir sur les fonds qu'elle distribue, mais tout ça, c'est un mécanisme qui s'emboîte, c'est-à-dire que là, par exemple, on a voté le country-by-country reporting pour les banques il y a maintenant 5 ans, mais les banques, elles rapportent ce qu'elles gagnent ou elles gagnent, elles le font parce que c'est obligatoire. Elles respectent les plans comptables, c'est obligatoire. Donc, c'est le nouveau plan pour les entreprises qui comprend pas simplement les bénéfices, les impôts payés et les charges déduites, ça comprend aussi un volet quels sont les projets en cours qui s'inscrivent dans l'objectif commun. Et donc, cette transparence, c'est aussi à nous, partis politiques, à nous, ONG, de surveiller. On a bien surveillé et agi pour la corruption. Maintenant, on va agir pour le climat. C'est intéressant parce que hier, on en discutait avec Célia, typiquement du statut des whistleblowers, qu'il y a de moins en moins de transparence, puisque les lobbies font de plus en plus pression, ils récupèrent de plus en plus de moyens pour nous éviter de savoir en fait tout ce qui se passe. Je me demande vraiment comment, si au final les moyens de pression viennent surtout de la population, si la population n'est pas mise au courant, comment vraiment on va pouvoir, ne serait-ce que voter en conséquence. Les changements climatiques deviennent tellement violents que les entreprises vont comprendre aussi que c'est leur intérêt. Et c'est aussi le rôle des investisseurs, des actionnaires. Par exemple, les fonds d'investissement doivent aussi investir selon le rendement futur. Et le rendement futur, il va dépendre du climat. Et donc, c'est absurde aujourd'hui d'investir dans le forage, dans le Grand Nord. Je veux dire, je pense que ça va s'arrêter aussi parce que personne ne va vouloir les financer. Vous me direz que les Norvégiens, ils vont tirer un peu d'argent dans leurs grands fonds souverains, ils feront ce qu'ils voudront. Mais la plupart des entreprises, ils dépendent des financeurs, ils dépendent des banques. Et oui, ils dépendent du marché. Et je pense aussi que la vigilance, elle va devenir une partie de la bourse, elle va devenir une partie des marchés parce que tout le monde a vu avec les dernières catastrophes, les incendies incontrôlables, les inondations incontrôlables, les sécheresses. Et surtout, on sait aussi que lorsque le CO2 augmente, la qualité nutritive des aliments baisse. C'est-à-dire le blé ou le riz contient moins de protéines quand le CO2 augmente. C'est-à-dire que c'est le dernier moment pour agir et maintenant, nous sommes tellement nombreux à vouloir ce changement que les Bill Nirenberg, Yastov et Fred Seitz, ils ne suffiront plus pour nous empêcher. Ils ont été très importants, ils sont plus dans les années 80, mais en 2020, il y a une grande connaissance de ce phénomène. Et on a eu Katrina, par exemple, on a vu le côté très, très dévastateur. Et donc, la vigilance, moi, je compte aussi sur donc, les investisseurs qu'ils voudront ceci. Mais c'est un énorme système d'interaction. Et c'est sûr que les forces du capitalisme sauvage, de ceux qui n'ont jamais assez, de ceux pour qui la richesse est en milliards, ils ne veulent pas, ils se foutent du fait que les Africains vont mourir de faim ou que la côte,
la côte française, la Riviera, elle va avoir le même climat que l'Afrique du Nord dans peu d'années. Ça, c'est pas leur préoccupation. Et donc, il faut aussi l'État fort, il faut la réglementation. Il faut mettre fin à l'opacité de private equity, de fonds d'investissement privés, genre Apollo, qui sont menés par des Léon Black qui sévissent depuis 30 ans. Maintenant, il se retire parce qu'il est tombé dans le scandale Epstein. Mais sans ça, il gérait le fonds de retraite de l'ONU. Et c'est très intéressant. Ils sont très, très néfastes. Ils ont fait énormément de mal à eux tout seuls, sauf aux gérants de fonds. C'est une machine qui ne donne pas un meilleur rendement aux investisseurs, c'est-à-dire le moyen pour le private equity est de 11,5 et la moyenne sur Wall Street est de 11,3. Par contre, ça crée des milliardaires, ceux qui gèrent les fonds. On l'a vu en France, je n'ai pas d'exemple allemand, mais on l'a vu en France où Apollo avait racheté, ils ont racheté Veralia à Cognac, premier producteur européen de verre, 3e mondial. Ils l'ont acheté 2,3 milliards, ils sont apportés que 200 millions. C'est toujours des très forts effets de levier. Le risque a été annulé au bout d'1 an et au bout de 3 ans, ils ont fait 1 milliard de plus-value en rentrant en bourse, plus-value sur laquelle ils n'ont pas payé d'impôts parce que leur holding est au Luxembourg. Et le scandale, c'est que 10% de ça a été fait par la Banque publique d'investissement, qui se comporte exactement comme son associé private equity. Aujourd'hui, la BPI a fait 230 millions de plus-value en 3 ans. Aujourd'hui, la société avait besoin de 15 millions pour réparer un four. Carnet de commande est plein. Le marché est très porteur avec le vaccin. Figurez-vous, les actionnaires ne veulent pas payer les 15 millions et licencient 80 personnes. C'est typique de private equity, de fonds d'investissement privés. Ils s'achètent les logements en masse en Allemagne. En Berlin, c'est eux qui poussent le prix du logement qui rend la ville inhabitable. Ils transforment les logements, et notamment allemands, en produits financiers. Mais ils le font aussi à Toronto, à Stockholm, moins à Oslo parce que la réglementation qui protège les locataires est trop forte. Et la Cour suprême allemande vient de décider que la régulation que la ville de Berlin voulait opposer au fond était anticonstitutionnelle. Et donc, ils privent les habitants et tous. Bon. Et là, ils sont en train de s'attaquer parce qu'ils sont finis d'extraire de la valeur là ils pouvaient. Ils s'attaquent maintenant à la classe moyenne. Mais ça, c'est une autre conférence. C'est-à-dire qu'on voit des salons de coiffure qui appartiennent à des private equity, c'est-à-dire le coiffeur qu'avant on pouvait espérer devenir middle class ne peut plus, ou ils s'achètent aux États-Unis, ils s'achètent les dermatologues, les cabinets de dermatologie, et bon. Et donc ça aussi, c'est une régulation à mettre en place. Il faut revenir sur toute la libération depuis fin des années 80 qui a permis tout ça et qui a créé des inégalités qui nous étouffent, qui nous détruisent, qui détruisent nos sociétés. Il faut avoir le courage. Nous souffrons aussi du fait que beaucoup de nos leaders n'ont pas pris les 3 mois peut-être qu'il faudrait pour bien comprendre l'économie. Et dépendent trop d'advisors dont on connaît pas toujours les fidélités.
Ouf, on est en plein dans des thématiques très très lourdes. C'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment ces liens, c'est la grande finance, c'est les fonds d'investissement, c'est la libéralisation, c'est Ouais. la déréglementation. Tout est lié. Tout est lié. Et Et là-dedans, il y a aussi la corruption. la corruption, bien entendu, les Et là, lobbies. je vous recommande sur le fait que les citoyens sont écartés de leur ville, il faut lire Saskia Sassen. C'est une sociologue qui utilise les outils de sociologie sur la finance. C'est passionnant. On apprend énormément de choses. Dans le chat, il y avait une question sur les droits d'émission. Pierre-Philippe demandait comment ça se fait, pourquoi l'Europe donne-t-elle des droits d'émission gratuits aux entreprises depuis 2005 ? Oui, alors là, évidemment, c'est une absurdité parce que nous savons que c'était pour introduire le marché du carbone. L'idée étant que si ça coûte d'émettre, on va s'orienter vers l'hydrogène verte plutôt pour les cimenteries, par exemple. Mais en attendant, ils ont gagné beaucoup d'argent en revendant leurs quotas gratuits et ça fait que le prix de la tonne de carbone n'a jamais décollé. Donc ça aussi, il faut... Mais je crois que c'est arrêté, ça. Mais ils en ont donné beaucoup, ça c'est sûr. Mais c'est dans le changement, ça c'est fini. Je ne vous ai pas parlé beaucoup de la taxe carbone aux frontières, qui est évidemment une mesure très importante parce qu'elle permet d'équilibrer entre les entreprises qui s'en foutent et les pays qui ne prennent pas de mesures pour lutter contre le changement climatique, dont le produit est moins cher. Parce que nous savons que nous avons réduit nos émissions, mais si on ajoute ceux qui sont liés à nos importations, ce n'est pas vrai. Donc, globalement, nous n'avons pas réduit notre consommation. Donc, cet impôt aux frontières, elle est fondamentale et elle va aussi permettre à l'industrie d'être resituée en Europe parce que cet impôt permettra d'équilibrer mieux. C'est aussi un outil pour que d'autres pays s'engagent dans la lutte contre le changement climatique. On a vu la Chine prendre des engagements pour devenir neutre en carbone en 2060 pour ne pas avoir à payer le taxe carbone. Je ne sais pas comment cela va être traité parce qu'il faudrait évidemment qu'elle soit neutre en carbone plus tôt parce que c'est un très grand pollueur. Il faudrait au moins obtenir qu'il n'y a plus de centrales à charbon. Vous me direz s'il y a les centrales nucléaires, c'est pas mieux. Voilà, c'est aussi des questions diplomatiques. Justement, dans le chat, il y avait aussi une question sur le nucléaire, puisque le lobby du nucléaire est très actif en ce moment, qui prétend que le nucléaire, ça n'émet pas de CO2. Comment vous voyez cette évolution ? J'ai noté évidemment, comme tous, que le nucléaire a vent en poupe et que c'est séduisant parce que ça permet de laisser croire aux gens qu'on peut ne rien changer, que c'est la technologie qui va nous sauver. Ça, c'était les idées qui défendaient la Fondation Marshall. C'est que c'était pas la peine d'agir maintenant parce que la technologie allait nous sortir de là. Ma réponse, c'est pas simplement la mienne, mais celle du plan, la taxinomie européenne. Les Verts, on a réussi à interdire que le nucléaire soit considéré comme une énergie verte. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas en raison des déchets, parce que le texte dit que lorsqu'on ne peut pas traiter les déchets, l'énergie ne peut pas être considérée comme renewable. Donc, elle est en principe exclue des énergies vertes. Et ça, on était très fiers. C'est nous, les Verts, qui avons obtenu, et pas nos négociateurs brillants, Bas Eickhout, les Néerlandais,
et aussi Yannick Jadot, qui est très bon. Et nous avons obtenu le fait que l'hydrogène, elle est vert dans la taxonomie, c'est-à-dire elle est produit à partir des énergies renouvelables. Et c'est là le goulot d'étranglement, notamment pour l'Allemagne, qui a donc pris l'engagement d'être très fort en énergie renouvelable plus vite que les autres en raison de Karlsruhe. Mais elle ne va pas arriver à construire assez vite ces parcs éoliennes parce qu'il y a trop de recours contre l'installation. Donc, il faut simplifier la procédure si on ne veut pas être pris par le temps. Et donc, ne pas se laisser séduire par le pro-nucléaire. Malheureusement, Bill Gates s'est engagé là-dedans. Lui, il veut des petites centrales nucléaires tout mignons, tout mignons. Et il dit que les petites centrales nucléaires ne sont pas dangereuses. Donc ça, c'est des wishful thinking. Ce n'est pas vrai. Et nous qui avons un peu vécu, on se souvient de Fukushima et de Tchernobyl. Et on sait que le césium 132 et 137, il faut 150 000 ans avant qu'ils disparaissent. C'est l'Ibris. Et là, je vais prendre un exemple. La Suède, elle a eu une centrale nucléaire qu'elle a fermée. Et elle a enterré, ou elle a mis le déchet dans un tunnel sous une montagne près de Stockholm, qu'elle a fermé avec une plaque qui dit qu'ici gît le centrale nucléaire, feu centrale nucléaire. Et elle dit que ça doit rester plombé pour 150 000 ans. Question, depuis combien de temps y a-t-il des Suédois en Suède? Depuis la fin de la dernière glaciation, c'est-à-dire 10 000 ans. Il s'est passé des choses en ces 10 000 ans. Et si on va prendre des dispositions pour 150 000 ans, il y aura combien de glaciations? Et on va parler de quelle langue aux gens qui vont vivre dans 150 000 ans? C'est absurde, irresponsable. Donc, vive l'énergie nucléaire, vive l'énergie éolienne, vive les éoliennes en mer. L'Allemagne a une côte. Donc, là, il faut implanter des grosses éoliennes nombreuses. Et puis, tout le reste. Oui, et puis le solaire, et puis l'efficacité énergétique, parce qu'on il faut aussi diminuer notre consommation. Voilà, il y a des scientifiques qui disent qu'avec 50% de moins d'énergie, on a le même niveau de qualité de vie. Donc, on peut réduire 50% d'énergie en ayant la même... voilà. On dit une espèce de folie. Hein, et donc, au mois de juillet cette année, la Commission sort la révision de la directive RED, qui est donc Renewable Energy Directive. Et donc là, elle va aussi prendre, donc c'est Fit for 2030, et on aura beaucoup d'autres informations et de détails. Mais bon, je vous ai fait que présenter les très grandes lignes. Mais je pense qu'il faut admirer qu'on a réussi à faire ça. Et que donc ça, c'est comme c'est consensuel, qu'il faut que ça soit voté. Au Parlement, normalement, tout ce qui est intérêt général, ça passe assez bien. Je veux dire, c'est voté souvent, c'est transpartisan. C'est au niveau du Conseil que ça coince toujours, où les États s'occupent des intérêts de leurs multinationales et leurs intérêts égoïstes. Et donc, je pense que le seul contrepoids, c'est des citoyens informés et exigeants.
Dans le chat, il y avait aussi une question sur les transports aériens, puisque vous avez parlé de taxes sur les transports maritimes. Donc, les transports aériens seraient exclus? Non, c'est que le maritime avait été exclu au début pour mesurer la pollution et payer pour les droits de polluer. Et maintenant, ils sont intégrés, donc ça va. Ils vont payer comme les autres. Évidemment, l'aérien, situation actuelle est absurde parce que leur fuel est détaxé même. Donc là, il y a des choses à faire. Il faut arrêter les vacances de Noël en Thaïlande et il va falloir trouver d'autres règles. Je pense que les Verts ont réfléchi à ça, hein, le grand voyage que vous avez le droit de faire dans votre jeunesse, puis peut-être un dans votre vieillesse, mais fini les vols pour le plaisir. Bon, mais si les questions se tarissent. Il y a encore des questions. Yasmine veut savoir s'il y a des solutions de blockchain qui pourraient permettre plus de transparence pour les transactions financières. J'avais vu un tableau que j'ai tweeté. Si vous me suivez sur Twitter, vous le trouverez. Je l'ai tweeté il n'y a pas longtemps. La consommation de Bitcoin pour produire la monnaie Bitcoin égale la consommation d'un grand pays. C'est pas recommandé en raison de la consommation énergétique. Je crois que Yasmine, tu voulais intervenir sur cette question? Oui, tout à fait. En fait, dans la blockchain, effectivement, Madame Joly, il y a le problème du Bitcoin. Mais ce que je pensais, notamment pour propos de la blockchain, c'était justement le fait qu'il y a une solution de transparence dans la blockchain pour les transactions financières. C'est-à-dire qu'on peut bien suivre les mouvements de transactions. Donc, je dis ça surtout pour lutter contre la corruption, parce que c'est un grand thème, c'est un grand problème. Et donc, je me disais que, évidemment, pour l'instant, cette solution blockchain est très énergivore. Effectivement, ça demande beaucoup d'énergie dans les centres de données, ça demande énormément d'énergie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu controversé aussi en Allemagne. Mais les Allemands réfléchissent beaucoup et recherchent là-dessus pour justement avoir plus de transactions financières. Sachez qu'une fois par an en Allemagne, il y a ce qu'on appelle l'affaire Finance Week, qui justement s'occupe de ces questions et justement de voir quels sont les moyens pour avoir plus de transparence au niveau des transactions financières. Ça peut être intéressant. Deuxième point, et j'arrête là. Deuxième point concernant les voyages responsables. Donc, moi qui suis voyagiste très engagée dans des démarches de durabilité, je peux vous dire que nous, on a des normes extrêmement sévères concernant justement des voyages durables. Donc, ça veut dire des voyages qui font sens et sur lesquels on donne donc on a des critères pour ça qui sont extrêmement pointus. Par exemple, pour des voyages lointains, on ne reste pas une semaine, mais on reste au minimum 3 semaines pour que justement ces compensations, pour qu'il y ait une espèce de compensation au niveau des CO2 pour que ce soit moins lourd à porter. Des week-ends qui vont vous permettre d'aller jusqu'à New York, ça n'a aucun sens au niveau de la durabilité et c'est très endommageable pour l'environnement. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci Yasmine. Tanguy, tu avais une question? Oui, bonsoir. Je suis Tanguy Samzin, je suis à la fin de la liste en bas. Mais bon, je me présente rapidement, donc je me présente avec Salia et Olivier et je suis très content d'être avec eux. J'espère qu'ils vont mener tous ces combats, ceux que vous avez aussi menés, vous et Joly, qui sont loin d'être faciles. Alors, moi, je représente plutôt le côté France Insoumise. J'ai 10 ans de militantisme communiste, syndicaliste, etc.
Moi, mes préoccupations, alors j'en ai une grosse sur la façon dont la façon dont on peut traiter les innovations vertes posées par de nombreuses entreprises, la Commission européenne, notamment dans le Green New Deal européen, mais aussi américain, on fait toujours appel aux innovations vertes. Or, dans les innovations vertes, ça c'est un travail de Ellen Torchman, je vais mettre là pour cette chercheuse. Dans le travail d'Ellen Torchman sur les innovations vertes, elle est extrêmement critique pour dire que la bioéconomie, l'intelligence artificielle est aussi porteuse de fausses solutions. Alors là, on n'est pas du tout dans les questions extractivistes, on est dans un autre schéma de langage, mais qui est très, très influent et en fait, souvent mené un petit peu en coulisses, c'est-à-dire un petit peu comme souvent, personne ne nous a fait discuter sur ces questions-là, sur la 5G, sur les microparticules, sur les nano-ceci, que sais-je encore. Et j'ai l'impression même qu'au Parlement européen, on découvre ces projets. Regardez, la Commission a dit, ou tel rapport, c'est la nouvelle tendance. Alors, première question, ces projets qui sont souvent en fait pas discutés, qui sont comme ça avancés, dans quelle mesure on peut les discuter, un peu comme la 5G, hein, pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres. Dans quelle mesure les parlementaires européens ont même accès et possibilité à freiner ces choses-là, au moins à en discuter. Et trois, au niveau de la gauche politique, c'est la grande question. Là, ça veut dire quand même, disons, mettre un petit peu un holà sur l'innovationnisme. Alors, au risque de passer encore pour des, comme il a dit Macron, je ne sais plus comment on est. Amish. Des amiches, voilà. Au risque de passer pour des amiches, au risque de passer pour des, comment ça s'appelle, l'écologie punitive. Alors, pour moi, militant communiste, c'est encore une autre question. La gauche, oh, mais vous êtes des dinosaures, il n'y a que l'État. Alors, la solution, c'est l'État. Vous voyez, il y a l'espèce d'écueil partout. Alors, vous, c'est l'État. Vous, là-bas, c'est l'innovation. Enfin, c'est la préhistoire. Et je trouve que les candidats, en tout cas, par exemple, en Allemagne, Madame Baerbock, elle montre un visage de très, très petits pas, conciliant avec le marché, la social-écologie, Wirtschaft, je ne parle pas très bien allemand, je suis désolé, je viens d'arriver. Et j'ai le sentiment qu'il ne faut pas trop en dire, je ne veux pas être trop punitif, je ne veux pas trop non plus État, et qu'on marche toute cette logique, toute cette rhétorique des petits pas, ça va y aller. En France, ça serait plutôt Yannick Jadot, hein, je pense. En fait, on ne voit pas non plus dans cette configuration-là, je trouve on n'a pas le sentiment qu'on peut attaquer fortement à la racine, comme vous voulez, les enjeux qui nous sont posés et que ça risque d'être un peu trop timide. Ou alors, c'est une stratégie pour faire un peu comme Biden, dire bon, bah, en fait, je suis très cool, mais peut-être qu'après, c'est la grande surprise. Mais je rappelle que, je finis là-dessus, que Biden, il n'est pas arrivé sans Bernie Sanders, et pas tellement Bernie Sanders, que tous ces mouvements qui posaient les enjeux de transformation profonde du système, que ce soit économique, écologique.
culturelle, la place des Noirs aux États-Unis, etc. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a derrière nous des Black Lives Matter, qu'il y a beaucoup d'énergie dans nos sociétés en Europe pour dire à un éventuel Biden, écoute là, il faudrait quand même être un peu plus radical, ou l'aider à tenir son programme politique au cas où un démocrate se désiste. Voilà. C'est un peu mon sentiment. Ouais. Mais en tout cas, cette liste, j'ai le sentiment qu'elle veut porter en tout cas ces divers assemblages de la gauche et d'essayer d'aller vers ce chemin. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Voilà. Alors, je ne sais pas si... Il y a plusieurs questions. Je partage complètement, même pour moi c'est une certitude, que Biden est une éponge et qu'il a été influencé complètement par le travail fait par Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Et vous savez qui a écrit le programme économique d'Elizabeth Warren? C'est Zucman, c'est Gabriel Zucman, le français, hein, de l'école normale supérieure, sa section économique. Donc, c'est le clan de Thomas Piketty. Et de livre que je vous montrerai tout à l'heure, hein, c'est lui qui a influencé. Et donc, moi, j'aime à penser que c'est la recherche française qui a donné les outils à Biden. Et je pense que la radicalité d'un Bernie Sanders a rencontré dans cet homme âgé que je vis comme assez empathique, c'est-à-dire que pour lui, la souffrance d'autrui, ça lui importe. Et que c'est déjà une première qualité importante pour un homme politique. Et je pense que c'est un homme qui cherche à utiliser son mandat pour corriger le tir et pour faire ce qu'il peut faire de mieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a encore la notion assez démodée qu'il y a quelque chose qui est dans l'intérêt public et d'autres qui ne l'est pas. Donc ça, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les projets d'innovation ne sont pas soumis au Parlement. Alors, l'Europe a des fonds pour ça, et nous avons notamment un très grand fonds qui s'appelle Horizon Europe, qui est pour l'innovation, qui est doté de 95 milliards, et où tous les pays concourent pour obtenir des financements pour des projets, où c'est les projets qui sont financés, ce n'est pas les pays. Et donc, ça, c'est tous les projets de recherche, mais maintenant, les projets de recherche doivent aussi s'inscrire dans la taxonomie, c'est-à-dire qu'on doit chercher à faire moins de CO2, etc. C'est un des critères de sélection des projets. Mais ils ne sont pas soumis au Parlement européen. C'est la Commission qui cherche ça dans le cadre de ce fonds. Le Parlement sûrement fait des résolutions. Le Parlement, chaque groupe politique peut proposer des résolutions, il les négocie avec les autres groupes et il y a sûrement des résolutions sur l'urgence d'attente sur le G5, mais bon, ça n'a pas vraiment beaucoup de portée. Une résolution, c'est des vœux. Mais je pense aussi que ce n'est pas par les petites innovations qu'on va contrôler le changement climatique. C'est par le changement de comportement, changement de façon de vivre. Et il faut simplifier. Et il faut, comme partout, réduire la consommation d'énergie. On sait comment faire. On sait qu'il faut isoler les maisons. Je ne sais pas combien de bâtiments l'Allemagne a, des dizaines de millions. Et donc ça aussi, ça a l'avantage de créer de l'emploi. Et également, quitter les voitures
un moteur à explosion, pour des moteurs électriques, mais surtout pour la mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, le triporteur, marcher à pied, les pédibus pour les enfants, plein d'initiatives citoyennes. Quand on sait que la moitié des trajets faits en voiture individuelle font moins de 5 km, on se dit qu'on pourrait vivre mieux, en meilleure santé, en marchant plus, tout simplement. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une énième tentative de pouvoir nourrir de nouvelles centrales nucléaires avec le plutonium ou le déchet des centrales classiques qui va régler nos problèmes. Quand je pense qu'en 2011, je suis allée à Fukushima, dans une délégation des Verts, il y avait Anne-Laure Vachon qui était là en même temps que moi, et elle prétendait expliquer aux Japonais comment décontaminer l'eau contaminée. On sait ce que ça donne aujourd'hui. Ils relâchent l'eau qui sert à refroidir les réacteurs, ils les relâchent dans le Pacifique. On ne sait pas décontaminer l'eau radioactive. C'est encore l'hybris, c'est de la folie. Et donc, je suis reconnaissante à Angela Merkel d'avoir fermé en 2011 certaines centrales nucléaires et de bientôt fermer le dernier. Ça, c'est un exemple. Même si on peut rectifier, puisque la sortie du nucléaire, elle avait été... je vous interromps, Madame Joly, mais c'est important. Débat. Parce que la coalition rouge-verte avait négocié une sortie du nucléaire en Allemagne. Ouais. Et quand Merkel est arrivée, elle est revenue là-dessus. Donc, elle a annulé la sortie du nucléaire. Sur ce est arrivé Fukushima. Et effectivement, là, elle a eu le cran de dire non, là, c'est trop dangereux. Finalement, on sort. Ouais. Et maintenant, l'Allemagne va payer, je crois, 600 millions d'euros d'indemnité aux opérateurs de centrales. Donc, voilà, il y a simplement pour la vérité des faits. Donc, Merkel, c'est après Fukushima qu'elle est revenue. C'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. C'est après Fukushima qu'elle a décidé ça. Mais bon, on aurait pu aussi décider ça en France, où nous avons 17 ou 19 réacteurs, 43 réacteurs et 19 sites. Et chaque site il y a 1 million d'habitants au moins pour chaque site autour. Donc, c'est extraordinairement inquiétant. Et je crois que Macron a l'ambition de construire des nouveaux EPR, comme vous savez. 6. Alors qu'ils ne sont pas finançables. On n'a plus les techniques on n'arrive pas à finir sans malformation. C'est pas finançable. Personne ne veut l'assurer. C'est pas une solution. Bon, maintenant, nous savons peut-être là épuiser les questions. Oui, ouais. On arrive vers la fin. Peut-être, moi, je voudrais vous adresser une dernière question, puisque, bon, comme on le disait au départ, et je pense que vous avez pu le voir aussi à travers toutes les interventions des participants, nous, on y croit à ce projet, et au final, vous avez prêché à des convaincus. Mais quels seraient vos conseils pour aussi essayer de convaincre justement les néolibéralistes et les populistes, toute cette marge de gens au final qui représentent une grosse partie de la population qui ne supporte pas ce projet? C'est peut-être la pensée que la vie ne s'arrête pas avec soi, que ces personnes ont des enfants, des petits-enfants, et que l'idée de laisser un monde complètement ravagé, détruit, quand on voit à quoi ça ressemble lorsqu'on a extrait le gaz de schiste, lorsqu'on fait de la fracturation, qu'on détruit les paysages, qu'on détruit des paysages magnifiques, pour qui et pourquoi?
lorsque on fait des barrages sur l'Amazonie, à Belo Monte, ce n'est pas pour donner de l'électricité aux citoyens, c'est souvent pour nourrir les mines qu'on va construire sur le bras de la rivière qu'on a déviée, qui sont riches en minéraux. C'est-à-dire, on détruit la terre pour concentrer encore plus de richesses entre peu de mains, en créant le malheur autour de soi et en enlevant ce qui donne sens à la vie pour le commun des mortels, la beauté. Et là, c'est un monde laid et injuste. Et les personnalistes, les philosophes, les enseignaient que ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est la beauté, la vérité et la gentillesse. Il faut peut-être revenir à ces valeurs, tout simplement, et pas tout détruire. Et donc, en fait, je pense qu'on sait maintenant, on sait, on a énormément de connaissances. Et c'est là, sous nos yeux. Donc, il faut le travailler un peu, il faut se l'approprier et puis il faut agir. Et il faut comprendre que la démocratie, la globalisation, la corruption et la finance folle, c'est intimement lié. Et donc, il faut s'attaquer aux systèmes électoraux. Il faut qu'elles soient justes. Et là, il y a le livre de Julia Cagé, qui est remarquable. Et donc, il faut comprendre que la corruption, elle est liée aussi à la globalisation. Et que lutter contre la corruption tout seul, ça ne fait pas sens. Et que nous sommes la dernière génération qui pouvons agir. C'est une lourde responsabilité pour nous. Et que dire donc à ceux qui ne le comprennent pas? Ça, c'est Daniel Cohn-Bendit qui disait ça, qu'il faut réconcilier ceux qui ont peur de la fin du monde et ceux qui ont peur de la fin du mois, quoi. Et que c'est aussi en quoi on ne peut conduire la révolution, parce que c'est une révolution écologique, que dans la justice. Si on pense qu'on va garder toutes les inégalités, on n'y arrivera pas. Il y aurait la révolution avant. Donc c'est un énorme chantier. L'Europe, elle a fait ce qu'elle a pu avec les contraintes qu'elle a. Et moi, je suis assez fière de cette réalisation. On peut encore améliorer. L'Allemagne a donc décidé de faire un peu mieux que ce que la loi climat européen impose. Et nous allons militer pour que ça soit le cas aussi dans d'autres pays. Nous allons militer pour la fin de l'exploration des hydrocarbures, que ça ne soit pas remplacé par des centrales nucléaires, mais par de l'énergie renouvelable et par les fameux mégawatts, c'est-à-dire tout ce que nous ne consommons pas. Sur ce, je voudrais dire aux Français qui nous écoutent que vous avez la possibilité à la fin de ce mois-ci, le 28 mai, c'est ça? C'est ouvert actuellement même. Le 26, c'est demain. C'est demain. Et donc, vous pouvez voter là pour ce qui correspond à vos élus locaux. Et les élus locaux sont très importants. Et si on veut un changement dans le monde, je veux dire un changement, elle commence au niveau local et elle se transplante ensuite au niveau national, au niveau européen, au niveau international, mais on commence par le niveau local. Et pour vous, le niveau local, c'est donc ces élections consulaires et vous pouvez aller voter dès demain et vous voterez
donc pour la liste citoyens engagés, écolo et solidaires, qui est l'union des gauches réalisée dans cette partie de l'Allemagne. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon vote à partir de demain. Merci beaucoup, Madame Joly. Merci beaucoup. Merci pour cette dernière note pleine d'espoir et très motivante. Et merci pour votre temps et toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Et merci à tous les participants. Et je mets ici notre site web où vous pourrez trouver plus d'informations sur nous, sur notre liste, nos activités et aussi notre adresse mail où vous pouvez nous écrire et nous contacter. Voilà. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.